Nous sommes tout simplement des savants du monde universitaire africain et du monde entier. Il me semble qu'ils sont, et je le reconnais, plus autorisés à penser la laïcité ou à penser, à porter sur la laïcité. Par contre, je voudrais juste vous dire ceci. Le recteur étant absent, mais nous devons en réalité considérer tout simplement que c'est un absent présent, ce qui signifie qu'il est de tout cœur avec vous. Et ce genre de, je suis très sûr, c'est que si le recteur était là, il serait peut-être le premier à être là avec vous. Il est de tout cœur avec vous. Il en est de même de monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines qui assure l'intérim de monsieur le recteur, lui aussi empêché à cause ou grâce à des obligations académiques. C'est ce qui explique ma présence ici. Et c'est depuis hier qu'on m'a tenu informé de la réalité selon laquelle je vais représenter monsieur le recteur. Je sais que je ne pourrai pas le représenter dignement, mais je ferai ce que je peux. Et ce que je peux, c'est de vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais aussi remercier, je sais que le recteur serait là, ferait de même. C'est de remercier monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et son représentant, qui est notre aîné aussi ami, le professeur Gallo Diop, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le directeur de cabinet, représentant monsieur le ministre de l'Intérieur, et je voudrais aussi remercier monsieur le président de l'Académie et son secrétaire exécutif, sans lesquels cette manifestation scientifique de haute facture n'aurait pas à avoir lieu. Nous vous félicitons et vous dire, encore une fois de plus, soyez les bienvenus. C'est peut-être un habit de langage que de dire soyez les bienvenus, puisque simplement vous êtes chez vous. Nous sommes là pour être avec vous ensemble, puisque c'est nous tous qui avons organisé. Si l'Académie organise, c'est que c'est l'université qui organise, mais c'est l'université sénégalaise et africaine qui organise. Encore une fois, merci de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir être ici. Le recteur vous remercie, vous félicite pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes en train de faire, et donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vous êtes toujours au service de la science et nous vous devons beaucoup. Je ne veux pas citer des noms, et comme le dit l'âge Wolof d'ailleurs, souvent quand on cite, le risque de citer, c'est d'avoir oublié. Donc ce que je vais faire, c'est de poser mes remerciements et mes salutations au professeur Gallo Diop, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui va poser nos remerciements et nos salutations sur la main ou sur les mains de tous ceux qui sont là présents. Merci et félicitations aussi pour le comité d'organisation d'avoir bien voulu organiser cette manifestation très riche et vous avez aussi réussi à inviter, à rassembler de grandes personnalités du monde de la science et du monde de l'administration. Nous vous en félicitons. Maintenant, enfin, pour ce qui me concerne, moi, c'est aussi un grand plaisir d'être là. La raison, elle est toute simple. Pour deux grandes personnalités que j'ai toujours aimées, même si nos relations ne sont pas aussi rapprochées que cela, c'est le professeur Aloyse Ndiaye, que je connais très bien, professeur. Merci d'avoir, ils ont fait un bon choix de faire de vous les grandes sommités de la philosophie et du droit qui vont introduire cette grande conférence. Professeur, merci pour ce que vous faites, pour ce que vous avez déjà fait et que ce que vous allez faire encore
pour l'université, mais aussi pour le monde de la science. J'en profite aussi pour féliciter monsieur l'ancien recteur, professeur Kader Boy. Je me souviens, c'est quand il fut nommé recteur que j'étais recruté à l'université. C'était dans les années 2002. C'est vrai que je suis quand même à ma 20e année à l'université. Et je me souviens encore assistant stagiaire devant mes étudiants tout petits, puisque à l'époque l'université n'était pas habituée à recruter des gens d'un certain âge. Nous sommes parmi ceux qui ont soutenu la thèse unique et qui ont été les premiers à être recrutés au niveau de l'université. Encore, professeur, merci d'être là et de faire partie de ceux qui vont introduire cette grande conférence. Nous vous connaissons. Nous savons que le choix a été véritablement scientifiquement mené, mais c'est la raison pour laquelle aussi deux grandes personnalités savantes du droit et de la philosophie ont été choisis pour introduire cette rencontre. Encore une fois, merci et c'est un plaisir de vous rencontrer et j'ai hâte de vous écouter et je vous écouterai avec plaisir. Voilà, enfin, je ne vais pas trop tirer en longueur tout en vous disant encore une fois merci et félicitations. Vous êtes avec le recteur, vous êtes avec l'université et on est ensemble jusqu'au 17 afin que, comment ça se dit encore, jusqu'au 17 pour cette manifestation dont on est sûr qu'elle produira de la connaissance et tous ceux qui sont avides de connaissances et qui ont le plaisir de bien écouter des savants seront gavés de connaissances doctes. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci. Ce ne sont pas les micros qui manquent, hein, parce que je crois que... Monsieur le représentant de Monsieur le recteur de l'université Cheikh Anta Diop, merci pour vos mots d'introduction très aimables. Monsieur Cheikh Diop, directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur, représentant le ministre de l'Intérieur. Professeur Gallo Diop, directeur de la recherche et de l'innovation et représentant de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Messieurs les membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, messieurs les experts sénégalais et ceux venus de l'extérieur, chers invités, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous à l'occasion de ce colloque international sur la laïcité organisé par notre Académie en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar à travers le laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales, l'ARTES, de l'IFAN et le département de philosophie de la faculté des sciences, des lettres et des sciences humaines. Je remercie les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation et le ministère de l'Intérieur d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et de marquer de leur présence précieuse cette cérémonie d'ouverture. Je remercie tout particulièrement l'UCAD qui a accueilli cette importante manifestation et j'apprécie hautement son implication dans son organisation. Pour notre Académie, ce colloque constitue un temps fort de concertation et d'échange, en ce qu'il marque l'intérêt constant de notre compagnie à maintenir haut le flambeau de la vigilance intellectuelle par une réflexion constante et permanente sur les grands enjeux du moment. En choisissant le thème de la laïcité, nous avons pensé que les enjeux qui lui sont liés
doivent constituer une préoccupation majeure qui ne doit laisser personne indifférent. Tant est fondamentale la question de la place du fait religieux dans l'organisation de nos sociétés. S'il existe toujours une énigme encore persistante et irrésolue dans l'histoire contemporaine, c'est bien la religion quant à son positionnement dans nos différentes organisations sociétales, tant du point de vue de leur structuration interne que de l'aménagement et de la distribution du pouvoir en leur sein. Pourtant, nous constatons tous que des tentatives d'appréhension intelligible sur la question religieuse ont toujours existé et que plusieurs modèles sont disponibles çà et là. Séparation stricte entre l'État et la religion, collaboration souple entre l'État et les organisations religieuses, État carrément religieux et État délibérément athée, etc. Cependant, la problématique de la liberté de conscience et de culte, ainsi que le principe de l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de race, de religion, d'origine, la laïcité, pour ainsi dire, nulle part, ne fait l'objet d'un modèle universel valable et susceptible de permettre un large consensus sur son sens proprement dit. C'est que le concept, qui renvoie souvent au modèle français, est lui-même historiquement chargé, d'où la difficulté de son acceptation dans d'autres régions géographiques. Dès lors, n'est-il pas essentiel de faire un retour à la pensée classique pour mieux la cerner et établir son importance en tant qu'elle permet d'éclairer les modes d'organisation de nos sociétés autour de la coexistence de toutes les libertés. Ne faut-il pas repenser la laïcité? Faut-il revoir ses principes fondateurs? Quels sont le sens et la portée du pluralisme dans la vie de nos sociétés contemporaines? Comment comprendre la proximité toujours croissante entre la religion et le pouvoir politique? Les réponses à ces questionnements et tant d'autres interrogations qui ne manqueront sûrement pas de surgir au cours de cet atelier pourraient aider à la résolution des préoccupations suivantes. L'équidistance de l'État vis-à-vis des communautés religieuses. L'institutionnalisation des rapports entre l'État et les pouvoirs publics. L'identification de nouveaux défis de la laïcité face aux extrémismes. Telle est la perspective dans laquelle s'inscrit le présent atelier, avec comme résultat attendu une note politique destinée aux décideurs, un ouvrage collectif à publier, ainsi qu'une synthèse à transmettre aux médias et aux différents acteurs concernés. Tel est le vœu de notre académie. Je suis sûr que de vos débats surgiront des propositions de stratégie ainsi que des recommandations qui permettront de mieux cerner toutes les dimensions entourant le concept de laïcité. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais terminer en vous réitérant mes remerciements et en souhaitant plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Professeurs et chercheurs, éminents savants, mesdames, messieurs, chers participants. C'est avec un grand plaisir que je participe ce matin, au nom du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, empêché,
à cet important colloque scientifique organisé par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, dans le but de réfléchir sur un sujet stratégique qui touche aux phénomènes religieux, à ses rapports avec l'institution étatique et aux enjeux sécuritaires. Les croyances religieuses donnent en effet un contenu culturel à l'organisation de notre vie en société et en conséquence aux principes et spécificités qui régissent la nature de l'État. Il existe différentes propositions quant à la forme de ce cadre d'organisation qui garantit la coexistence pacifique entre les membres d'une même société selon l'histoire, la culture, la civilisation et les conditions de temps et de lieu. L'État du Sénégal a adopté le principe de laïcité comme base garante de la consolidation de la nation, de la coexistence pacifique entre les différentes communautés et de l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion et dans le respect de toutes les croyances. C'est ainsi que notre pays considère la laïcité comme une forme de neutralité de l'État et un moyen de prévenir la fragmentation qui, hélas, est l'une des principales menaces de l'État-nation en Afrique. L'exacerbation des identités particulières est en effet une caractéristique de nos sociétés installées dans le paradoxe de la modernité, de la globalisation et du repli sur soi. Ce contexte est tout aussi ponctué de crises sécuritaires à connotation religieuse qui ont fini de démontrer leur dangerosité et l'acuité de leurs menaces sur la paix civile. Ainsi, lors de la 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix en Afrique et la sécurité en Afrique, Son Excellence, M. Macky Sall, le président de la République, a souhaité la construction d'une réponse doctrinale et intellectuelle de la religion face aux discours extrémistes. Pour cela, nous comptons, chers participants, sur vos échanges et suggestions à travers des recommandations qui ne manqueront pas de susciter notre intérêt à nous tous, acteurs étatiques et autorités religieuses. C'est la raison pour laquelle la réflexion à laquelle vous nous conviez aujourd'hui mérite l'attention de tous. Éminents membres de l'Académie, leaders politiques, population, décideurs, praticiens de l'administration, tant elle interpelle les conditions de pérennité de l'État en Afrique. Je voulais vous en remercier vivement et souhaiter la bienvenue dans notre cher pays à tous les participants venus répondre à l'invitation de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, qui constitue pour nous un éminent creuset de compétences et un réel motif de satisfaction tant par l'édition de ses membres et par la qualité de ses réflexions. Mesdames, Messieurs, repenser la laïcité en Afrique est un vaste chantier. Option majeure des États africains subsahariens nouvellement indépendants, la laïcité est vécue différemment selon les sociétés. Au Sénégal, elle constitue un principe de base qui a permis de consolider la cohésion sociale et de maintenir la stabilité institutionnelle et l'unité nationale. Déjà, la Constitution sénégalaise du 24 janvier 1959, adoptée, certes dans le cadre de l'autonomie interne, affirmait en son article 1er le caractère laïque de la République. L'article 15 de la dite Constitution disposait, je cite, « La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sous réserve de l'ordre public sont garanties à tous. Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l'État, elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome. » Cette option n'a jamais été remise en cause par les constitutions de 1960, de 1963 et de 2001. Une section consacrée aux religions et aux communautés religieuses a toujours été réservée au titre des différentes constitutions relatives aux libertés publiques et à la personne humaine. Il semble donc important de souligner que le Sénégal a traité cette problématique avec une certaine constance. Il a été ainsi réitéré le caractère laïque de la République tout en consacrant des libertés culturelles, religieuses et philosophiques dans le respect de l'ordre public qui renvoie au triptyque tranquillité, salubrité et sécurité. En somme, l'ensemble de nos valeurs de civilisation selon une définition plus récente de la jurisprudence. La Constitution garantit la gestion autonome des groupes religieux, sans ingérence des pouvoirs publics. C'est ainsi que nous avons pu vivre une expérience riche de coexistence des communautés intra- et extra-religieuses au Sénégal.
la société sénégalaise se compose d'une diversité culturelle et religieuse très riche. Les musulmans, les catholiques et les traditionalistes vivent en paix, en parfaite harmonie et en communion. Dans les familles religieuses, dans les familles sénégalaises, règne la tolérance, le partage et le dialogue entre les différentes religions, et cette diversité ne pose aucun problème, car la laïcité que nous avons adoptée incite au respect de tous. Le Sénégal a tenté ainsi tout au cours de son histoire de prendre en considération les spécificités nationales, en construisant des consensus forts sur nos facteurs et dynamiques d'unité, tout en exploitant opportunément nos complémentarités dans le respect des croyances individuelles, ce qui nous a valu un impact positif sur la sauvegarde de la paix civile. La laïcité au Sénégal repose sur deux principes: l'obligation de l'État de ne pas intervenir dans les convictions de chacun et l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit sa religion. Loin d'être antinomique avec les religions, la laïcité au Sénégal est un garant des libertés de culte, particulièrement dans notre pays formé majoritairement de croyants, d'où l'importance fondamentale que l'État accorde à la religion et aux autorités religieuses qui sont des régulateurs sociaux qui ont toujours prôné la paix et la tolérance. La prise en compte des croyances religieuses a permis aux législateurs sénégalais de produire à titre d'exemple un code de la famille consensuel. De même, la présence de cadis compétents en matière de succession et de conseillers coutumiers chargés de la prévention de règlement des litiges auprès d'autorités judiciaires et administratives constituent des illustrations de l'originalité du modèle sénégalais de relations fonctionnelles entre acteurs étatiques et religieux. Afin de consacrer ces valeurs nationales communes, la Constitution sénégalaise interdit la création de partis politiques sur une base tribale, régionale ou religieuse, afin d'éviter toute discrimination entre les citoyens. L'appartenance religieuse, ethnique, tribale se dilie à la citoyenneté pour instaurer la paix sociale et le respect de la loi qui sont les fondements d'une société idéale. L'État sénégalais est le garant de la sécurité et de la stabilité nationale. Il est chargé de la protection de tous. Dans un contexte d'insécurité transnationale, l'État souhaite lutter contre la diffusion des idées extrémistes et promouvoir une culture d'ouverture et d'acceptation de l'autre en rejetant toutes les formes d'intolérance qui sont sources de violence. En plus de garantir les libertés religieuses des citoyens, l'État soutient les communautés religieuses, principalement pour moderniser les cités, les daras et accompagner l'organisation de certains événements majeurs et pèlerinages qui mobilisent un nombre important de nos concitoyens. Pour tous ces efforts louables au service de la nation, l'État a bénéficié du soutien des chefs religieux à toutes les étapes de son développement. Mesdames, Messieurs, si nous pouvons relever des formes de complaintes de certaines communautés religieuses et ethniques ailleurs, ce n'est pas le cas au Sénégal où le respect mutuel est essentiel, car il fait partie intégrante de la culture nationale. Les populations ne sont pas généralement enclines au fanatisme. Toutefois, nous devons rester vigilants, car il est certain que des personnes et organisations malveillantes pourraient travailler dans la clandestinité pour activer des groupes qui œuvrent dans l'extrémisme. Le contexte actuel, marqué par diverses menaces, exige la consolidation de la tolérance religieuse pour faire face à toutes les formes de radicalisme. Chaque citoyen doit s'investir pour le développement du pays dans le respect des lois de la République et de nos valeurs de civilisation. La prévention du terrorisme nécessite ainsi de lutter contre la diffusion des idées extrémistes grâce à une éducation à la paix, à la citoyenneté et à une formation spirituelle qui déconstruise les manipulations dont la jeunesse constitue la proie la plus facile. C'est ainsi qu'en plus de subventionner les écoles confessionnelles, le gouvernement a autorisé les écoles publiques à dispenser de manière optionnelle des cours d'enseignement religieux. Mesdames, Messieurs, l'expérience sénégalaise peut être pionnière afin de repenser la laïcité en Afrique. Elle a su donner au concept de laïcité un contenu compatible avec nos cultures et nos réalités. Bien que nous l'ayons hérité du modèle français avec la loi de 1905 qui consacrait la séparation des églises et de l'État. L'État du Sénégal a su s'appuyer sur ce principe afin de servir à équidistance les diverses communautés de croyances dans ce pays. Il a su l'appliquer d'une manière qui contribue à consolider l'unité nationale et la coexistence pacifique entre les différentes communautés. Le modèle est sans doute perfectible, mais il a le mérite
Il a le mérite de sauvegarder la paix civile et de promouvoir les libertés religieuses. Il ne me reste plus donc qu'à souhaiter plein succès à vos travaux et à réitérer la disponibilité du ministre de l'Intérieur à construire, avec l'Académie nationale des sciences et techniques, un partenariat dynamique au bénéfice de notre chère nation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, professeur Fall, mon cher oncle. Cher Sadibou Diop, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, mon cher aîné, docteur Mokhtar Touré, président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, professeur Sok, secrétaire perpétuel. Vous me permettez de saluer très respectueusement mes pères, mes aînés, le professeur Alioune Ndiaye, le professeur Kader Boy, le professeur Kane, le professeur Aloïse Senghor. Je vais présenter mes devoirs au général Seck. C'est toujours avec beaucoup d'émotion quand j'entre dans ce genre de salle, que ce soit ici ou ailleurs, et que je me retrouve dans cette place centrale à devoir présider de telles séances. Je l'aborde souvent avec une sorte de crispation et de gêne, parce que c'est très difficile pour moi d'être là, placé physiquement à ce piédestal. Donc j'aimerais réclamer très fortement mon respect et demander votre indulgence. Monsieur le recteur de l'université, en effet, serait bienvenu avec beaucoup d'enthousiasme. Mesdames et messieurs mes aînés de l'Académie, parce que j'en suis membre et je suis très honoré de ça, mesdames et messieurs les doyens, directeurs d'institut, mesdames et messieurs qui êtes venus de divers pays d'Afrique, d'Europe, pour réfléchir avec nous sur cette thématique très importante. En effet, Monsieur le Président, qui mérite d'être repensé à l'aune de notre parcours historique, de notre environnement socio-culturel et d'un certain nombre de réalités qui, en 2022, méritent une relecture des premiers éléments que M. le directeur de cabinet vient de rappeler, qui ont permis d'écrire notre Constitution et d'encadrer les relations entre l'État et les religions. Je suis là, bien entendu, sur instruction, mais c'est un devoir plaisant. J'ai l'habitude de dire qu'il y a les devoirs, il y a des devoirs plaisants. C'est un devoir plaisant pour moi de venir au nom du professeur Moussa Baldé, qui est actuellement en Gambie pour des raisons liées aux activités du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans le cadre des relations multilatérales dans la sous-région. Pour répondre à 2 jours de réflexion initiés par l'Académie nationale des sciences et techniques et le laboratoire de recherche des transformations économiques et sociales que dirige admirablement le professeur Fall avec une équipe formidable que j'ai eu à pratiquer ces dernières années. Le fait que cette manifestation de grande envergure ait été placée sous l'égide des ministères de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a beaucoup de signification. Pour ce qui concerne le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la manifestation arrive au moment précis où, depuis environ 2 mois et quelques, nous avons
fini de remettre au chef de l'État sa commande du plan national stratégique pour la recherche et l'innovation, dans lequel figure entre autres la mise en place d'un Conseil national de la recherche et de l'innovation, un fonds qui va impulser et mieux supporter toutes les recherches, parmi lesquelles les sciences sociales, dans le cadre d'un observatoire parmi les 5, l'Observatoire Société, Économie, Éducation, Droit et Développement, afin que des penseurs comme ceux qui sont dans la salle et en dehors de la salle, dans le cadre de cet observatoire, puissent faire remonter de manière structurée des projets impactants de recherche ayant trait aux sciences sociales que nous considérons comme souvent négligés parce que n'étant pas techniques, mathématiques, biologiques et autres, alors qu'on se rend compte tout au long de l'histoire, quand ces réflexions ne sont pas menées autour des sociétés, autour du droit, autour des conditions humaines, tout autre résultat provenant des laboratoires et autres n'aura aucune application concrète et utile au sein de nos populations. Donc vraiment, je me félicite très fortement que l'Académie et l'ARTES aient eu cette merveilleuse idée. C'est pour ça que je me réjouis aussi de la présence à mes côtés du ministère de l'Intérieur en charge des cultes et de la religion. Cela traduit, à mon sens, l'implication gouvernementale très forte et prouve tout l'intérêt que notre pays porte à toutes les questions sociétales qui, comme celles relatives au culte, régissent fortement notre vie sociale. Je voudrais vraiment féliciter l'Académie et le LARTES à ce niveau. En effet, les problèmes liés à la laïcité en tant que fait de société, d'une part, et d'autre part en tant que concept consacré par la Constitution de notre pays comme principe d'intelligibilité politique et d'organisation sociétale, constituent un centre d'intérêt indéniable auquel nous accordons la plus haute importance. C'est pour ça aussi que, sur instruction du ministre, nous pensons que ce colloque offre une occasion privilégiée de réflexion et d'échange dans le cadre de la recherche, comme je viens de le dire, mais aussi l'identification des meilleures pistes pouvant apporter des réponses adéquates aux nombreuses problématiques que M. le directeur de cabinet vient de partager avec nous. En effet, cette rencontre doit nous donner l'occasion de procéder à un diagnostic, d'interroger l'existant, de revisiter nos pratiques et de les articuler à nos moyens et rapports dans l'attente très forte qui vient des politiques et des communautés. La laïcité saine ne met pas des œillères aux gens. La laïcité saine ouvre l'esprit à tous les vents. C'est notre laïcité saine qui a permis de voir un littéraire sérère marié à une Normande, tous deux catholiques et chrétiens, diriger un pays à 95% de musulmans sans aucune difficulté. C'est notre laïcité saine qui a permis à ce qu'on ait un Diouf marié à une chrétienne qui lui a succédé sans aucune difficulté pour mener au bien notre pays. C'est notre laïcité saine
qui a permis à un Wade marié à une Dijonnaise de diriger ce pays toutes ces dernières années. C'est cette laïcité saine qui permet d'avoir un Paul, un Jean-Baptiste, un Martin Dieudonné comme voisins de table dans une classe d'école primaire, comme voisins dans une chambre d'internat quelque part dans le pays, ou comme voisins de table dans une réunion ou dans un restaurant sans aucune difficulté. C'est cette laïcité saine qui permet, quand vous allez à Saint-Louis, à la grande mosquée de Saint-Louis, de remarquer que son architecture est celle d'une ancienne église, en témoigne le clocher qui est encore, devenu la grande mosquée de la ville de Saint-Louis. Dans cette même ville de Saint-Louis, vous trouverez des Ibrahima Pierre, comme notre cher maître académicien, professeur Ibrahima Pierre Ndiaye. D'avoir comme maire de Saint-Louis un Abdoulaye Chimère Diaw ou des Fatou Rose, sans que cela ne crée aucun trouble dans notre environnement. Que le cardinal Thiandoum, Hyacinthe Thiandoum, puisse provenir d'une famille à moitié chrétienne et l'autre moitié musulmane sans qu'il y ait aucune difficulté, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous ayons un Antoine Félix Abdoulaye Diome comme ministre de l'Intérieur. C'est ça le Sénégal, c'est ça la laïcité saine qui a fait ce pays et que nous pouvons projeter sans aucun complexe à travers tout le monde.